Joyeux anniversaire. À toi. Joyeux anniversaire. À toi. Oui, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Michel Trognot. En d'autres termes, joyeux anniversaire, Brigitte Macron, première dame, Brigitte Macron. Je suis tellement excitée de plonger là-dedans, de présenter au public qui est exactement Jean-Michel Trognot, où il se trouve. Il est temps de commencer cette partie de la série. Alors, bienvenue de nouveau dans notre série Devenir Brigitte. D'accord, donc quelques points à rappeler. J'étais tellement frustrée à la fin du dernier épisode, parce que tant d'entre vous avaient commenté, Candace, il est temps que tu crées un arbre généalogique. Et nous avions déjà créé un arbre généalogique. Nous étions tellement occupés que j'ai oublié de te le montrer, évidemment, dans l'émission. Donc j'ai complètement raté le coche là. Je m'excuse, bien sûr, quand nous faisons ce genre de série, comme la série sur Kamala. Et maintenant, en regardant cette série sur Brigitte, il y a tellement de noms que cela devient confus. C'est bien de ralentir un peu et de pouvoir visualiser qui et quoi exactement nous parlons. Alors, faisons un peu marche arrière et commençons par là. Je vous montre maintenant l'arbre généalogique de la famille Emmanuel Macron. D'accord. On dit prétendument ici parce que j'ai plein de questions à mesure que nous approfondissons l'histoire. Mais ses parents, Jean-Michel, Macron, puis il y a Francis Nog. Évidemment, nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, en particulier de Germaine Nog, qui l'appelle affectueusement Manette, n'est-ce pas? C'est elle qui a partagé cet amour pour les livres centrés sur les pédophiles avec son petit-fils. Elle est, comme nous vous l'avons mentionné la semaine dernière, le seul membre de la famille qu'il inclut dans ses histoires d'enfance tout au long de son autobiographie qui s'intitule Révolution. Je voulais donc dépasser cela, je voulais parler de révolution, comprendre que c'est en fait le graphique de Macron. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, sa mère, ce que nous avons décrit, oui, dans l'épisode de la semaine dernière, ou il y a quelques jours, l'épisode, c'était que le docteur Francis Nog, sa mère, quand elle a été présentée pour la première fois au monde, elle a été présentée comme pédiatre qui aidait d'une certaine manière le Bureau de la Sécurité sociale. Et puis, nous avons eu cette énorme révélation dans le dernier épisode où nous avons appris, je rigole, par son travail à la Sécurité sociale, nous avons oublié d'inclure le fait qu'elle aide les personnes transgenres et intersexes à obtenir de nouvelles identités. Je veux dire, c'était un détail majeur. 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 Je veux dire, c'est vraiment explosif. Et il est important que vous vous en souveniez au fur et à mesure, car cela signifie que la famille immédiate de Macron était impliquée dans l'aide aux personnes ayant des problèmes de genre pour devenir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il facilitait l'émission de vraies cartes d'identité gouvernementales, ce qui permettait aux gens de se débarrasser légalement de leurs anciennes identités et de leur véritable sexe biologique. Nous devons nous réveiller au fait que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les implications? Faisons juste une pause là. Quelles sont les implications si je décide? D'accord, je suis Candace Owens. Non. J'ai l'impression en fait que je suis née homme. Et donc, je vais changer mon nom. Je vais changer mon nom en Jean-Michel Trognot. D'accord? Et puis, quelqu'un sort et dit, vous savez, Candace Owens est cette personne. Puis-je donc les poursuivre pour diffamation pour avoir dit que je suis Candace Owens si j'ai légalement changé mon nom en Jean-Michel Trognot? Est-ce que cela devient la base d'une poursuite en diffamation si vous êtes capable de vous débarrasser de votre identité? Je veux que vous réfléchissiez à cela pendant que nous continuons tout au long de cette série. Il est très important de se rappeler cela, que sa mère s'occupait de cette capacité au Bureau de la Sécurité sociale. Je devrais aussi ajouter ici qu'ensuite, de manière choquante, dans une interview très rare, sa mère a donné à une journaliste nommée Gail Chakaloff. Elle écrivait une biographie sur le couple Macron. La biographie s'intitulait Juste nous deux. Et elle a parlé avec sa mère et sa mère a dit quelque chose de très étrange. Elle a dit, et je cite, c'est dans ce livre, « Pour moi, Brigitte n'est pas une belle fille. » Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Brigitte est mariée à votre fils. Elle est mariée à votre fils depuis très longtemps. Elle est tombée amoureuse de votre fils quand votre fils avait 14 ans. Que veux-tu dire par là? Elle n'est pas une belle fille. Quelle est l'implication de cela? Que peut-elle être d'autre? Que pourrait-elle être d'autre? La première dame, pour vous? Donc, on va juste laisser ça là. D'accord, maintenant, jetons un œil au tableau familial de Brigitte Macron, d'accord?
Nous avons d'autres choses importantes à retenir. Donc, vous avez Brigitte qui aurait été mariée pendant 32 ans à ce gars André Louis Osier, d'accord? Et ils auraient eu 3 enfants, Laurence Osier, Sébastien Osier et Typhon Osier. Il est maintenant important de se rappeler, ce dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, que la première dame se trompe régulièrement dans ses interviews, n'est-ce pas? Par exemple, elle se trompe sur la date du décès de sa sœur, Mary Vaughn. Elle s'est complètement trompée sur la date du décès de sa prétendue nièce. Et nous commençons à penser à cela comme à une stratégie plutôt qu'à autre chose. Ce n'est pas juste un oubli de date, c'est parce que vous essayez d'embrouiller le public. Et une grande indication de cela, c'était Typhon, d'accord, sa fille se trompait à la fois sur la date et sur la manière de l'enterrement de son père à Paris. Match Magazine, magazine hebdomadaire. Comment est-ce possible? Rappelez-vous, nous en avons parlé. On peut ressortir ce tableau. Un mystère très étrange concernant ce personnage d'André Louis Osier. À quel point c'était bizarre, on ne peut pas assez insister là-dessus. Nous apprenons cela par son cousin germain, d'accord? Il avait un cousin germain nommé John Louis Osier. Et c'est là que ça devient vraiment confus pour certaines personnes. Il y avait un cousin germain. Et ce cousin germain, il a ensuite décrit qu'en gros, il avait poursuivi les journalistes pour l'avoir mal identifié sur la photo de mariage. Ce cousin germain s'est ensuite fâché parce que le palais de l'Élysée l'a un peu poussé à la poursuivre pour diffamation en faisant semblant de vouloir se joindre à la plainte. Mais ensuite, Brigitte Macron a refusé de simplement dire « Remettez cette photo en avant ». Ouais, c'est moi sur la photo de mariage. Elle a refusé de faire ça et s'est un peu retirée. Et donc, il n'était pas content de ça. Il n'était pas content. Il se sentait utilisé par le palais de l'Élysée. Il s'est confié à un journaliste et nous a raconté des choses vraiment étranges sur l'enterrement de son cousin, sur les funérailles de son cousin, sur la crémation de son cousin, principalement. La chose la plus étrange étant que le palais de l'Élysée était impliqué. D'accord. Il voulait s'assurer que cette cérémonie funéraire se déroule comme un voleur, dans la nuit. Il ne voulait pas que le public soit au courant de ça. Et il l'était. Ils l'ont vu franchir la ligne d'arrivée. Et pourtant, malgré cela, Brigitte Macron n'a pas assisté aux funérailles de son prétendu ex-mari de 32 ans, le prétendu père de ses enfants. On veut s'assurer qu'il soit enterré, d'accord? Mais nous n'allons pas nous montrer. Ni moi ni le président ne allons nous montrer. Et puis Typhon va juste faire quoi? Une énorme erreur dans Paris Match et dire « J'ai enterré mon père le 24 décembre ». Et puis on apprend « Non, en fait, il a été incinéré le 28 décembre et c'était un an auparavant et c'est la photo que tu utilises parce que tout a été détruit. » D'accord? C'est fou. Donc, oui, rappelez-vous que nous avons appris cette information, pas d'un théoricien du complot. Nous avons appris cela par le cousin, John Louis Osier, le cousin d'André. D'accord? Celui qui a réussi à poursuivre Natacha Ray pour diffamation parce qu'elle a supposé à tort que c'était lui. D'accord? Ce que nous savons, et nous l'avons confirmé dans le dernier épisode, c'est que cet homme, et nous pouvons vous montrer à nouveau sa photo d'avis de décès, car aucune autre photo de lui n'existe. De la photo de mariage à ça, toute sa vie a été détruite. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il a en fait existé. Ils ont menti sur l'endroit où il travaillait, à quelle banque il travaillait. Encore une fois, des tonnes de petits mensonges pour envoyer les gens dans des impasses, afin qu'ils puissent faire une erreur. Mais ce que nous ne pouvons pas vous dire, c'est ce qui lui est exactement arrivé. Nous ne pouvons pas déterminer ce qui lui est arrivé sur la base du témoignage de son cousin Germain, car cela dépend de si vous y croyez ou non. Sa partenaire, la femme qui était à ses funérailles, a affirmé qu'elle avait trouvé des billets pour l'Afrique dans sa poche, qu'il avait vidé tous ses comptes bancaires. Et si vous pensez potentiellement où vous pourriez dire et où si vous y croyez, le journaliste de Paris Match qui a ensuite écrit cela, André a en fait passé les derniers jours de sa vie dans une unité psychiatrique gardée par nul autre qu'Alexandre Benalla. Maintenant, il faut qu'on parle de ce gars, d'accord? Parce qu'il est important. Il est très important parce qu'il est apparu en fait plusieurs fois. Mais nous devrions creuser en profondeur pourquoi cette accusation particulière est importante, car il est intéressant de constater que malgré le fait qu'ils aiment poursuivre les gens, ils ne s'en sont jamais pris à ça. Journaliste qui a affirmé ça, Alexandre Benalla, l'ancien directeur de cabinet d'Emmanuel Macron gardait, pour une raison ou une autre, la porte d'une unité psychiatrique d'André
Donc, nous savons avec certitude qu'Elise Pallas était impliquée au minimum dans ses funérailles. Et ce journaliste le souligne, donc je pense qu'on devrait explorer ça. Il faudrait donc parler d'Alexandre Benalla, car ce n'est pas une allusion subtile de la part d'un journaliste, d'accord? Nous avions d'abord mentionné Alexandre Benalla dans l'épisode d'introduction quand nous vous avons parlé d'une sorte de, je ne sais pas comment le décrire, commun, syndicat, presque de pédophiles. Ce sont ces pédophiles accidentels autour desquels Emmanuel Macron se retrouve constamment. D'accord? Nous avons mentionné Olivier Duhamel. C'était l'homme qui a été accusé par sa belle-fille d'avoir molesté son frère jumeau quand il avait 13 ou 14 ans. Elle a écrit cela dans un livre. Et au fait, comme le délai de prescription était écoulé, il n'a jamais été traduit en justice, mais il a admis qu'il était vrai qu'il avait, en fait, abusé sexuellement de son fils adolescent. Eh bien, l'une des choses qui l'a aidé, parce qu'il était si proche d'Emmanuel Macron, c'est qu'il l'a aidé quand il s'est retrouvé dans de beaux draps concernant ce qui est devenu connu en France sous le nom d'affaire Benalla, c'est-à-dire Alexandre Benalla, le directeur de cabinet. D'accord. Et maintenant, pour une raison ou une autre, comme je l'ai dit, nous n'avons aucune idée pourquoi ce journaliste a mentionné mais a dit que Alexandre Benalla gardait l'unité psychiatrique. Donc, je vais vous montrer à nouveau Alexandre Benalla pour que vous puissiez bien le garder en tête. Malgré son jeune âge, je veux être clair, il n'a aujourd'hui que 33 ans. Il a un CV professionnel plutôt remarquable. Quand Emmanuel Macron se présentait à la présidence, Alexandre Benalla n'avait que 25 ans. Et il a servi le candidat en tant qu'agent de sécurité. Il était le responsable de sa sécurité, d'accord? Une fois qu'Emmanuel Macron a été élu, il a ensuite nommé Alexandre Benalla son directeur de cabinet adjoint, d'accord? Une position énorme. Peux-tu imaginer avoir 25 ans et entrer à la Maison-Blanche, au palais de l'Élysée? On a ensuite découvert que ces deux-là avaient une relation incroyablement proche, si proche qu'Emmanuel l'a emmené en voyage de ski, avec lui et sa famille. Pas en tant que sécurité, mais comme si tu faisais partie de la famille lors d'un voyage de ski. Et même plus proche que ça, Emmanuel Macron a permis à Alexandre Benalla, ce gamin de 25-26 ans, en gros, de s'installer au Palais national de la République française. D'accord, il vivait au Palais de l'Alma. C'est choquant. Il avait un statut de résident ici. D'accord, alors que se passe-t-il ici? Imaginez que vous avez 26 ans, tu vis dans un palais et je ne sais pas, je me dis qu'il a dû fournir une sécurité incroyable au président. Il a dû rendre quelques services au président, d'accord? Quand tu creuses dans son passé, tu apprends que, à l'époque où Benalla avait 23 ans, il avait été accusé puis acquitté de violence contre une femme, d'accord? Dans la mesure où elle a dit qu'elle était devenue incapable de travailler. Mais comme je l'ai dit, il a été acquitté, puis il est devenu le responsable de l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron. Alors, quand Macron était président, un énorme scandale a éclaté qui est devenu connu, évidemment, sous le nom d'affaire Benalla. En 2018, lorsque son chef de cabinet adjoint a été surpris. Sur caméra, déguisé en policier, en train de frapper des manifestants dans les rues de Paris. Je ne rigole pas, d'accord? Le Monde, c'est comme le New York Times français, a révélé l'histoire. Ils avaient des images de lui. C'était sans aucun doute Benalla. Se faire passer pour un policier et frapper un jeune manifestant dans la rue. Et ensuite, une deuxième vidéo est apparue, publiée sur Twitter, montrant Benalla attrapant une manifestante par le cou et l'entraînant. Je vais demander à ma productrice, Skylar, a-t-on récupéré ces images? OK, super. Laissez-moi vous montrer quelques-unes de ces images. C'est juste pour vous faire comprendre cela, ce que vous regardez. C'est un directeur de cabinet d'un président qui frappe un manifestant. Il va entrer là-dedans en uniforme de police. C'est lui. Regardez, ça. C'est juste des trucs totalement normaux de chef de cabinet. Non. C'est exactement ce que fait le chef de cabinet de tout le monde à travers le monde. Il a ensuite été découvert que, alors que les gens commençaient à enquêter de plus en plus sur l'affaire, 3 policiers lui avaient fourni davantage d'images de surveillance. Alexander Benalla, il lui fournissait des images de surveillance qui n'avaient pas encore été rendues publiques, lui permettant essentiellement de préparer sa défense, cela nous indique que, d'accord, ils ont des liens avec les policiers. Clairement, sinon ils n'auraient pas reçu l'uniforme à porter en se faisant passer pour un policier ce jour-là.
À l'époque de cette attaque, le président Macron était en Australie. Il semblait incroyablement réticent à se séparer de son chef adjoint ou à parler de l'affaire de quelque manière que ce soit publiquement. En gros, ce qui explique pourquoi, je suppose, il a appelé son ami Dual. Que devrais-je faire? Que fais-tu? Votre chef de cabinet a été surpris en train de frapper des manifestants dans la rue. Pourquoi n'es-tu pas plus choqué par ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Que fais-tu? Et il semble qu'Emmanuel Macron ait pu être tellement préoccupé par cela qu'il a essayé d'aider Alexander. Alors, pourquoi fais-je cette supposition? Encore une fois, c'est une supposition, pas un fait. Mais ce qui est un fait, c'est qu'Alexander Benalla, lorsqu'il a été interviewé au sujet du scandale, non, nul autre que Mimi Marchand était dans la pièce pour l'assister, parlant à la presse. Amy Marchand, oui. Le pape, la papesse célébrité de la presse qui pouvait obtenir n'importe quoi dans la presse. Faire retirer n'importe quoi de la presse, une femme qui pouvait faire en sorte que la presse couvre des accusations de pédophilie pour ses amis. D'accord. Finalement, alors que le scandale engloutissait complètement le palais de l'Élysée, ils ont effectivement dû se résoudre à renvoyer Benalla. Sur le papier, au moins, je veux être clair sur le papier. Il a été libéré parce qu'un autre scandale a ensuite émergé. Il serait plus tard découvert que quelques mois plus tard, ils se sont rendus compte qu'il n'avait en fait pas retiré ses passeports diplomatiques, et malgré le fait qu'il ait apparemment été renvoyé, plusieurs mois plus tard, il a utilisé ses passeports diplomatiques pour voyager et rencontrer des dirigeants africains, y compris le président du Tchad, un gars nommé Idriss Déby. Maintenant, pour les gens qui regardent ça depuis l'Afrique, vous regardez ce gars en vous demandant, n'est-ce pas qu'il est mort quelques années plus tard, dans un de ces scénarios stéréotypés de western où soudainement un groupe de rebelles se soulève. Donne-moi une situation à la Muammar Kadhafi et les rebelles sont tellement mécontents qu'ils tuent le président. Ouais, c'est ce qui est arrivé à ce gars au Tchad. Ouais. Donc, mais je suis sûre que c'était totalement organique et que les gens étaient vraiment mécontents dans les rues et que, comme l'Occident n'avait rien à voir avec ça. Néanmoins, Alexander Benalla rencontrait ce gars avec des passeports diplomatiques après avoir été renvoyé. Donc, c'était une deuxième partie du scandale. Il est ensuite apparu que pendant qu'il travaillait pour Macron, Alexander Benalla, ce roi de 26 ans vivant au palais, avait en fait contracté des liens financiers avec deux oligarques russes qui étaient censés être membres de la mafia russe. Oups! Encore une fois, je suppose que tout le monde autour de moi est accusé d'être soit un criminel, soit un pédophile. Et alors, je suis sûre qu'Emmanuel Macron est toujours si innocent dans tout ça. Brigitte, ça leur arrive tout le temps. Ils essaient de s'entourer de bonnes personnes. Les gars, ils essaient vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Je jure que c'est tout le monde autour d'eux. Ce n'est tout simplement pas eux. Je pense qu'on devrait vraiment jeter un œil à ce syndicat extraordinaire qui émerge autour d'eux parce qu'on a déjà couvert beaucoup de ces personnes. Donc, Michel, Marchand, évidemment la papesse là-haut à gauche dans les médias français. On sait qu'elle a été impliquée dans des affaires louches. Elle a été expulsée pour falsification, extorsion, tout ce que tu veux. Elle a été accusée de ça. Une femme qui, d'après ce qu'on comprend, avait la capacité, la seule personne par laquelle les gens devaient passer pour obtenir des photos du passé de la première dame. Elle possède Best Image, d'accord? Et vous me dites que c'est la seule personne qui peut produire des images du passé de Brigitte Macron avant. Elle est devenue professeure ou enseignante. Ça semble un peu suspect. Ensuite, en dessous d'elle, nous avons Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde parce qu'il contrôle LVMH. On a mentionné son gendre Xavier Niel qui était le lien, l'intermédiaire entre Mimi Marchand et le couple présidentiel. Mais je veux que tu saches aussi que LVMH possède Paris Match. D'accord, c'est là qu'elle met toutes ces images retouchées. Je dirais des images retouchées de Brigitte pour que tout le monde pense qu'elle est jeune, séduisante et irrésistible. Elle travaille là-dessus. Ensuite, nous allons nous diriger vers le coin supérieur droit. Nous avons mentionné Nicolas Ghesquière. C'est la personne qui habille la première dame, également sous l'empire LVMH, celle qui met des personnes transgenres, partout où il le peut. Honnêtement, vous devriez juste googler Nicolas Ghesquière pendant votre temps libre, parce que nous n'avons même pas effleuré la surface en ce qui concerne son engagement envers la cause trans. Et amener tous ces mannequins trans et les mettre sur le podium en essayant de trans, tout. Mais je suis sûre que Brigitte Macron est exactement qui il dit qu'il est. Et juste, je ne sais pas, il veut juste habiller Brigitte Macron pour une raison ou une autre. C'est ce que c'est. Ensuite, bien sûr, comme nous l'avons mentionné, la mère d'Emmanuel Macron, France Nog, que nous savons être, concernant son travail, pour
Essayez d'aider des personnes qui souffrent de problèmes d'identité à obtenir de nouvelles identités. Et en faisant cela, au fait, c'est légal. C'est légal maintenant. D'accord. Et ensuite, nous avons là, en bas, la personne dont nous venons de parler était Alexandra Vanala. Alors, il suffit de rassembler tout ça. D'accord? Avec la contrefaçon, l'extorsion. Et surtout avec l'accès à une femme qui peut faciliter le changement d'identité, il ne suffit pas pour quiconque enquêtant sur cette affaire de poser des questions comme «Est-ce que c'est Brigitte Trogneux sur la photo de mariage?» Vous remarquerez que nous n'avons pas posé cette question lorsque mon équipe juridique est intervenue. Nous n'avons pas dit «Est-ce que c'est Brigitte Trogneux sur la photo de mariage?» Nous devions plutôt poser quelque chose de plus spécifique. Est-ce que c'est la personne actuelle, la première dame de France, Brigitte Macron, photographiée ici, sur cette photo de mariage, d'accord? Et c'est à ce moment-là que le couple devient vraiment silencieux. Ils ne veulent pas répondre à ces questions. Vous comprenez ce que j'essaye de dire ici, d'accord? Parce que nous pouvons confirmer qu'il s'agit bien d'une photo, d'une femme nommée Brigitte Trogneux, sur cette photo de mariage. Où se trouve Brigitte? Nous ne pouvons pas le confirmer car la première dame refuse de répondre. Elle a une belle-mère qui aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles identités. Donc, vous devez essentiellement comprendre que vous pouvez simplement prendre le nom de quelqu'un, vous pouvez devenir quelqu'un d'autre en un instant. Maintenant, légalement, quand vous devenez transgenre. D'accord? Cela nous amène à Jean-Michel Trogneux. D'accord, nous devons évidemment parler de lui. C'est le frère de Brigitte Trogneux. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Michel Trogneux. Il est vraiment important que nous apprenions à son sujet un gars qui était si proche de sa sœur, deux personnes différentes, sa sœur, Brigitte Trogneux, au point qu'elle l'a choisi comme témoin à son mariage. Mais ensuite, il a complètement disparu des mentions lorsque la première dame, Brigitte Macron, est arrivée au pouvoir. Il semblait y avoir une intention de laisser cette personne passer entre les mailles du filet, malgré tout ce qui a été écrit sur sa famille et d'où elle vient. Il n'y a eu aucune mention de Jean-Michel Trogneux. C'était le chien qui n'aboyait pas. Nous allons parler de lui. Nous allons laisser ce chien aboyer. Mais d'abord, je vais faire une petite pause ici pour vous rappeler certains de nos sponsors incroyables. Tout d'abord, l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Momentus. Quand l'objectif est notre santé et la capacité de vivre mieux ou plus longtemps, il y a quelques éléments non négociables. L'un d'eux est la qualité. Et quand il s'agit de suppléments destinés aux performeurs de haut niveau, personne ne le fait comme important. Ils investissent dans une certification NSF, ce qui signifie que chaque lot est testé pour les métaux lourds, les additifs nocifs et l'exactitude des déclarations sur l'étiquette. Momentus est approuvé par les 32 équipes de la NFL et par des diététiciens universitaires à travers le pays. Momentus croit en l'importance de maîtriser les bases avec une cohérence écrasante, puis de créer une routine basée sur vos objectifs individuels. Et par base, ils entendent la protéine et la créatine. Momentus utilise Créapure, la forme la plus pure de créatine monohydrate disponible, et c'est absolument essentiel pour des performances physiques et cognitives optimales, tant pour les hommes que pour les femmes. Alors essayez-les aujourd'hui en visitant livemomentus.com et vous bénéficierez de 20% de réduction si vous utilisez le code Candice. C'est livemomentus.com avec le code promo Candice. Aussi, je vous dis tout le temps, si vous buvez du café, autant faire du bien en le buvant. Alors, je veux vous parler de 7 Weeks Coffee car c'est la société de café Pro-Vie d'Amérique qui a une mission. Pour financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois, si vous vous demandez pourquoi il s'appelle 7 Weeks, c'est parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. Et c'est aussi à ce moment-là qu'un battement de cœur est clairement détecté sur une échographie. Ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres de soins de grossesse à travers le pays. Ils ont récolté plus de 750 000 $ pour ces centres et ont sauvé des milliers de vies. Maintenant, je peux vous dire que le café est fantastique. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, à faible acidité et cultivé de manière biologique. Donc, il coche toutes les cases. Et en ce moment, lorsque vous vous abonnez à 7 Weeks Coffee, vous recevrez un pack de 2 de leurs nouveaux sachets de café à portion unique pour emporter votre café où que la vie vous mène. Donc, que vous voyagiez, travailliez ou partiez à l'aventure, vous pouvez facilement profiter d'une tasse de café riche et savoureuse en ajoutant de l'eau chaude et en laissant le sachet à emporter infusé pendant quelques minutes. Alors, allez sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie lorsque vous vous abonnez. Et si vous utilisez le code Candice, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 10% sur votre première commande. Donc, cela fait un total de 25% de réduction. Alors, visitez 7weekscoffee.com et utilisez le code Candice lors de votre commande aujourd'hui. D'accord, parlons de Jean-Michel Trogneux. Cela fait le buzz en France. C'est explosif. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose ici, mais le monde anglophone ne comprend pas ce qui se passe.
Et il y a beaucoup de questions, même dans le monde francophone. Ils ne comprennent pas pourquoi Xavier Poussard n'a pas été poursuivi pour diffamation, alors que Natacha Ray l'a été. Quelle est la différence? Xavier Poussard a toujours été très clair avec moi sur le fait que sa grande avancée est due au travail de Natacha Ray. Elle est venue vers lui et a d'abord dit genre « Voici Jean-Michel Trogneau. J'ai travaillé là-dessus. » Alors, où est-ce qu'elle a raté le coche et où est-ce qu'il ne l'a pas raté? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est pourquoi il était si important pour moi de ralentir ça. Pour vous, nous parlons de deux individus différents. Jean-Michel Trogneau et sa sœur, Brigitte Trogneau. Ce que vous devez savoir sur Jean-Michel Trogneau, c'est qu'il est né le 11 février 1945. Et en ce qui concerne son existence, il n'y a pas de doute. En fait, c'est un contraste frappant avec le fait d'essayer de se pencher sur Brigitte Trogneau. Contrairement à sa sœur, Brigitte Trogneau, qui, comme son mari, semble avoir presque toutes les traces de son existence magiquement effacées, détruites, vous ne pouvez pas mettre la main sur des documents, en fait. Brigitte Trogneau, la personne qui prétend être au palais de l'Élysée en tant que Brigitte Macron, on pourrait penser qu'il serait très facile d'obtenir des photos d'école d'elle. Vous ne pouvez pas les obtenir. Xavier Poussard a traversé des procédures judiciaires pour obtenir un annuaire qui devrait être fourni par la loi. D'accord. Elle est allée au Sacré-Cœur, Sacre-Croix. J'espère que je le dis bien en français, Sacre-Croix. Et ils sont censés vous donner l'annuaire pour que vous puissiez voir une photo. Malgré cela, l'école refuse de le faire. Alors, pourquoi une école refuserait-elle de vous donner une photo de la première dame? De la première dame en grandissant? Pourquoi ne peut-on pas voir de photos de la première dame dans les annuaires existants? Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir à l'école primaire, au collège, au lycée? Pourquoi est-ce que chaque trace de l'existence de Brigitte Trogneau est impossible à obtenir? Et c'était aussi difficile, mais pas impossible à obtenir? Des choses sur Jean-Michel Trogneau. Et nous avons pu reconstituer une chronologie très claire de son existence jusqu'à ce qu'il tombe un peu comme par magie d'une falaise. Donc je vais vous expliquer cette chronologie, d'accord? Jean-Michel, je te l'ai dit, né en 1945. Nous savons alors qu'il commence à fréquenter une académie jésuite. Nous avons plusieurs photos de lui à l'académie jésuite et je vais vous montrer l'une d'elles, je crois, que nous avons ici. Oui. Donc, si vous regardez là en bas à droite, vous verrez que c'est Jean-Michel Trogneau. D'accord. Et comme je l'ai dit, je vais garder certaines des photos que nous avons parce que Xavier Poussard va être notre prochain épisode. Cette interview et ce qu'il a réussi à obtenir est explosif et je ne veux pas lui gâcher ça. Revenons à notre chronologie. En 1953, sa petite sœur, Brigitte Trogneau, est née. Ensuite, nous savons, comme je l'ai dit, qu'il a continué à fréquenter cette académie jésuite. Ensuite, nous avons cette célèbre photo de famille de 1944, qui est la meilleure image publiée pour le réalisateur du documentaire, qui avait l'impression qu'elle était, pour une raison ou une autre, en train d'être interrogée par le palais de l'Élysée. Ce serait la traiter comme si elle était sous interrogation. Elle a réussi à mettre la main sur cette photo de famille. De 1955 à 1956, il est de retour à l'école. Encore une fois, nous aurons ces photos de classe disponibles pour vous dans l'interview de Xavier lors de notre entretien que nous publierons ensuite. En 1960, la sœur de Brigitte et Jean-Michel Trogneau, Maryvonne Trogneau, meurt dans un accident de voiture avec son mari, Paul Farcy. Le 24 février, leur fille, Natacha, âgée de 5 mois à l'époque, survit et finit par épouser un homme nommé Richard, et ils ont 2 filles. En 1963, le public reçoit alors une photo de ce qu'on nous dit être la vraie Brigitte Trogneau à la communion. Nous remarquons que cela ne ressemble pas à la première dame actuelle, et jusqu'à ce jour, la première dame actuelle a refusé de répondre à ma question sur le fait de savoir si, non pas si c'est Brigitte Trogneau sur la photo, mais si c'est elle sur la photo. Différenciation importante. En 1963, Jean-Michel Trogneau vivait à Alger, en Algérie, en février. Donc il avait 18 ans. C'est une chose très inhabituelle, comme me l'a dit Xavier, car c'était juste. Après la sanglante guerre d'indépendance, l'Algérie obtenant son indépendance de la France, et il dit qu'à cette époque, aucun Français ne se rendait en Algérie à moins d'être communiste, mais nous savons qu'il était là parce qu'il y avait un recensement disponible, et nous sommes soudainement désireux d'obtenir une photo de lui à cette époque parce que, maintenant, nous ne parlons pas de photos d'enfants
qui semble être la seule chose que Brigitte Macron veut publier. Une très petite quantité, un total de quoi? 3 photos qui ont été publiées. Elle ne veut pas publier de photos plus anciennes jusqu'à ce que soudainement... Brigitte Macron est professeure, n'est-ce pas? Brigitte Ozière dit « Oh, je suis professeure ». Nous manquons un peu de ces années importantes de sa vie, ce qui nous permettrait de voir son visage évoluer au fil du temps, n'est-ce pas? Cette prochaine photo que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est explosive et qu'il a fallu des années à Xavier Poussard pour l'obtenir, il parvient à mettre la main sur une photo de Jean-Michel Trognot, qui est inscrit à l'école ESTTP, qui est une école d'ingénieurs française. Cela devient la dernière photo vérifiée que nous avons dans nos archives. Mais je veux que vous notiez qu'il a 18 ans à ce moment-là. Vous prenez n'importe quelle personne, vous prenez une photo d'eux quand ils ont 18 ans, et il est très difficile de dire que vous vous attendiez à ce que cette personne ait l'air fondamentalement différente, n'est-ce pas? Des décennies plus tard, parce que vous êtes un jeune adulte, n'est-ce pas? En revenant à cette chronologie, nous savons alors que la vraie Brigitte Trognot épouse André-Louis Ozière, devenant ainsi Brigitte Ozière. Nous avons une annonce de mariage, nous avons une photo de mariage. Ça s'est vraiment passé, et c'est la photo sur laquelle Natacha Ray a fait une erreur malheureuse et totalement compréhensible. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour une raison quelconque, Jean-Michel disparaît photographiquement. Il disparaît. Et puis, cette chose incroyable se produit en 1977, quand les gens commencent à réaliser que leur première dame, quelque chose dans cette histoire n'avait pas de sens. Quand les gens ont commencé à parler de leurs soupçons qu'ils regardaient un homme transgenre, pour de nombreuses raisons, ils ont pu déterrer une interview, d'accord, de 1977. Et c'est un homme qui dit qu'il a fait sa transition et vit en tant que femme, nommée Véronique. Maintenant, pour mes auditeurs anglophones, cela va être un peu déroutant pour vous. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'était si explosif. Chaque personne qui parle, vous pouvez changer votre nom. Vous pouvez essayer de parler dans un ton différent. Mais vous avez des tics. Vous savez presque des choses que vous dites sans même réaliser que vous les dites, des mots sur lesquels vous pourriez compter. Et pour la première dame Macron, ce tic, pour ainsi dire, c'est « elle dit, c'est-à-dire, n'est-ce pas ?» C'est-à-dire, certaines personnes pourraient dire comme vous savez, comme j'allais genre au magasin et genre son tic est c'est-à-dire. Donc, nous avons cet individu qui apparaît, ne montre pas son visage. C'est évoqué dans cette émission de télévision en 1977 où il dit que son nom est Véronique et qu'il a fait sa transition. Et la personne a exactement la même voix que l'actuelle première dame de France et le même tic. Et bien sûr, à l'époque où la première dame faisait toutes ces interviews, elle n'a jamais pensé que le public allait déterrer cette vieille interview de cet individu transgenre dans une émission de télévision. Dire cela, c'est-à-dire encore et encore. Alors, je vais jouer un petit extrait de cette interview. Bien sûr, c'est en français, donc cela ne signifiera rien pour les auditeurs anglophones, mais ensuite, je vais vous lire la transcription parce qu'il y a d'autres coïncidences importantes qui se sont produites. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme, et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation, il y a régularisation. Vous êtes devenue complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot « devenir complètement femme oui. ». C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. Oui. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. En gros, quelqu'un dans le chat ici vient de dire « c'est sa voix », mais aussi quelqu'un a dit dans le chat que vous pourriez vous référer à cela comme une voix, empreinte vocale. C'est une façon parfaite de dire que c'est une empreinte vocale. Il y a des choses dont tu ne peux tout simplement pas te débarrasser. Mais aussi, même quand tu transformes ton identité, tu as toujours une identité. Tu as toujours des intérêts qui ne disparaissent pas comme par magie. Si tu changes de nom, d'accord? C'est pourquoi je vais te dire ce qu'elle dit dans le script. Si je suis Candace Owens, même si je change mon nom en Jean-Michel Trognot, ça ne transforme pas mes intérêts. Ça ne me définit pas. J'adore la cuisine italienne.
Je ne vais pas soudainement ne plus aimer la cuisine italienne parce que je pourrais devenir Jean-Michel Trogneau. Je ne vais pas soudainement ne plus m'intéresser à l'affaire Blake Lively et Ryan Reynolds parce que j'ai changé mon nom légalement en Jean-Michel Trogneau. Et donc cette interview a été explosive lorsqu'elle a été publiée à cause des choses que Véronique a dites. Alors je vais vous montrer la transcription en anglais et vous lire ce que cela se traduit. Alors l'intervieweur demande. Il dit au public, je ne peux garantir que l'authenticité du témoignage de Véronique. Véronique, j'aimerais savoir si, lorsque tu as eu cette opération, celle que tu as subie, c'était un moment difficile pour toi, ou était-ce juste le point culminant de quelque chose qui s'était passé avant? Véronique dit, je ne pense pas qu'il y ait une transformation parce que la psyché est déjà féminine, et l'individu, dans ce cas, moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, dans le sens où nous nous sentons comme des femmes et nous normalisons simplement la situation. Il n'y a pas de transfert, il y a une normalisation. L'intervieweur dit, donc, tu es complètement une femme. Il y a combien de temps que tu as eu l'opération? Fait intéressant, elle ne répond pas à cette partie de la question sur quand elle a eu l'opération, mais elle continue et dit, je n'aime pas vraiment les mots. Complètement. Une femme, en d'autres termes, nous devenons une sorte de femme qui peut copuler, mais ne peut pas procréer, d'où les problèmes juridiques dont nous parlerons plus tard. En d'autres termes, l'intégration se passe bien. Au niveau individuel, elle n'existe que sur un plan social. D'accord? Donc, déjà, elle commence à parler de ce problème dont nous savons que la mère d'Emmanuel Macron va s'occuper, c'est-à-dire, d'accord, il y a ces problèmes juridiques avec qui nous nous identifions et qui nous savons que nous sommes des femmes. D'accord? Mais nous avons ces obstacles et barrières juridiques, et c'est pourquoi je m'interromps en racontant mon histoire, parce que nous devons changer cela. Nous devons être capables de changer cela. L'intervieweur dit, tu as un emploi que nous n'allons pas révéler ici. Disons simplement que c'est un emploi qui concerne le public. Véronique répond, c'est ça. Je suis artisan. J'ai un contact régulier avec le public. Je suis en contact étroit avec les clients. Je n'ai pas de problème. Je le faisais parce que j'avais un genre phénotypique, ce qui signifie une apparence ambiguë. Ils m'ont pris pour ce que je n'étais pas, un homosexuel, ce qui n'était pas le cas, ni dans mon comportement, ni dans ma façon de penser. Mais malheureusement, cette image a entraîné une non-intégration. Ça. C'est partiellement coupé ici pour moi, mais ça dit, non-intégration. Et en fait, j'ai normalisé une situation pour mon intégration et je vis très légalement et honorablement pour des raisons d'état civil. Il est possible de changer votre prénom. Pour un prénom ambigu, c'est très important car cela permet l'intégration ou une pseudo-intégration dans la société, dans le sens où il y a toujours des problèmes, mais ils peuvent être résolus administrativement, par accord mutuel, mais légalement, il n'y a pas de solution. Contrairement à toute législation étrangère, sauf la législation belge, qui est calquée sur la nôtre. L'intervieweur a ensuite demandé « Est-ce que tu sens que tu es maintenant complètement toi-même et que tu n'as plus de problème à t'identifier depuis ton opération ?» Véronique dit « Pour dire la vérité, je n'ai eu des problèmes d'identification qu'avec les autres, pas avec moi-même. Je me voyais comme ce que j'étais, une femme avec un corps qui ne lui appartenait pas. C'est très difficile à concevoir pour quelqu'un qui est à l'aise dans sa propre peau. J'utilise le terme à l'aise dans sa propre peau parce que c'est l'image typique, parce que je n'avais pas de problème, mais les gens en ont créé. Maintenant, je n'ai plus de problème. Pour dire la vérité, cette opération, c'est l'ablation de cet organe inutile dans notre cas, car il est à la fois inutilisable et inutilisé. Et l'intervieweur lui demande « Est-ce que tu vis seule ?» Véronique dit « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme et a conçu cette union dans le style de George Sand et Chopin. Chopin était probablement une personne transsexuelle. Son style de mélodie, la façon dont il joue, rend cela assez clair. Je pense que l'image qui a été donnée de l'union Rimbaud-Verlaine est une image déformée, caricaturale, qui ne correspond pas du tout. C'est très important, d'accord. Elle a ce tic de langage. C'est exactement comme Brigitte Macron. Si tu parlais français, tu comprendrais ça. Mais elle a aussi mentionné le compositeur musical Frédéric Chopin, ainsi que les poètes gays Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Alors, pourquoi est-ce que c'est significatif? D'accord, eh bien, ces poètes, ils étaient dans une relation homosexuelle, mais violente, une relation très violente. Donc, elle apparaît clairement comme quelqu'un de très éduqué. Ce n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui
a été éduquée dans les classiques, qui est, dans cette émission, dans le but d'essayer d'avancer une législation pour faciliter l'obtention d'identité pour les personnes trans. C'est bien le but de cette apparition, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, le but d'utiliser quelqu'un qui a cette capacité à communiquer et à parler des arts élevés, c'est de rendre les gens, peut-être le public, plus sympathiques à la cause. D'accord? Elle dit, j'ai toujours été une femme, ce qui est drôle parce qu'en lisant ça, je me suis aussi... Ce qui résonne dans ma tête, c'est cette phrase que Brigitte et Emmanuel m'ont écrite dans la première lettre légale. Ils ont dit qu'elle ne te doit aucune preuve qu'elle a toujours été et sera toujours une femme. C'est une chose très étrange à écrire. C'est presque comme si je le croyais, et donc ça l'est. Et bien sûr, tu me dois une preuve. Tu vas dire que tu vas me poursuivre devant un tribunal du Tennessee. Tu me devras absolument une preuve si tu vas dire que je t'ai diffamé. Mais revenons aux mentions, ces mentions classiques concernant Chopin. Le premier couple, quand ils créaient leur légende, dans le public, affirmait qu'ils avaient déplacé un piano au palais de l'Élysée parce qu'Emmanuel Macron, rappelle-toi le virtuose, aimait jouer Chopin pour Brigitte et pour Brigitte seulement. Donc c'est quelque chose, ça compte pour le couple, d'accord? Concernant les poètes homosexuels qu'elle a mentionnés, Paul Verlaine et Rimbaud, Emmanuel Macron, en tant que président, a envisagé de les admettre tous les deux dans le Panthéon c'est là où ils enterrent tous ces héros français, d'accord? Et cela a déclenché un énorme débat. Alors, ces gens devraient-ils, tout d'abord, l'un des amants a tiré sur l'autre, a dû purger une peine de prison? Serait-ce une bonne chose de les déplacer? Il allait les honorer en tant que poètes et grands homosexuels, en les enterrant dans cette structure significative. Mais ce qui s'est passé, c'est que la famille de Rimbaud a fermement rejeté cet honneur. Parce qu'il ne voulait pas que son héritage soit réduit à celui d'un icône gay. Donc c'est incroyablement fascinant, n'est-ce pas? C'est incroyablement fascinant que tu aies cette personne, Véronique, et qu'elle dise et mentionne. Toutes les personnes que nous connaissons ont cette signification dans leur relation entre Emmanuel Macron et Brigitte. Et après que quelqu'un ait utilisé une analyse vocale par IA, ils ont dit que c'était 100% la même personne. Et tu sais, je ne sais pas grand-chose sur ces logiciels, mais qu'une personne sorte et déclare que c'est 100% la même personne, et la seule différence, c'est que la voix a vieilli. Pour avoir les mêmes tics, c'est beaucoup de coïncidences. C'était majeur, quand cela s'est produit et quand cela a été révélé. Et puis, il y a d'autres choses intéressantes à retenir ici. Quand vous revenez dans la chronologie, Véronique apparaît. On ne sait pas quel est le nom de cette personne dans la vie. Ils utilisent ce nom pour cette interview, Véronique. Pas de nom de famille? On ne sait rien d'autre. Mais n'oubliez pas que cette personne a aussi dit qu'il n'est pas dans une vraie relation, mais qu'il vit avec une femme. Véronique dit qu'il vit avec une femme. Eh bien, quand nous revenons à notre chronologie de Jean-Michel Trogneux, nous découvrons qu'à ce moment-là, Jean-Michel Trogneux, après cette interview, épouse une femme et, ironiquement, son nom est Véronique. Alors, serait-il possible que Jean-Michel ait pris le nom d'une chère amie nommée Véronique, avec qui il vivait et qu'il a ensuite épousée? On ne sait pas parce que, évidemment, il n'y a pas de photo de ce mariage. Il n'y a rien là. Jean-Michel Trujillo, sur le papier, se marie avec une femme nommée Véronique. Drew, d'accord? Et ensuite, ils ont un enfant. Ils ont un enfant en 1982 nommé John Jack. C'est le John Jack qui ressemble énormément à Emmanuel Macron. Et puis, peu de temps après, en 1987, Jean-Michel divorce de Véronique, Drew. Alors, mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Que se passe-t-il? Comment se fait-il que ces acteurs soient incapables de produire des images de ces événements très pertinents qui se sont déroulés dans leur vie? Vous savez où est John Michel Trogneux? Tu t'es marié avec une femme? Il n'y a pas de photo de votre jour de mariage? Non, et tu as décidé de te jeter d'une falaise et d'arrêter d'être photographié. En même temps, que Brigitte Macron, la professeure, l'enseignante, est née. Tout à coup, comme plus de photos pour toi. Que se passe-t-il ici? Pourquoi avons-nous une situation dans laquelle les écoles, qui sont légalement tenues de publier des photos,
Je crois qu'en France, après 50 ans, n'importe qui peut obtenir n'importe quelle photo de quelqu'un qui est à l'école. Non, vous pouvez publier les photos. Pourquoi refuse-t-il de publier des photos de qui était censée être la première dame à l'école primaire, au collège et à l'université? Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir ces photos? Pourquoi les gens doivent-ils passer par le tribunal et être manipulés pour obtenir ces photos si c'est vraiment toi, Brigitte Macron, et que tu n'as pas pris l'identité de ta sœur? Si c'est vraiment toi, pourquoi as-tu du mal à répondre à des questions basiques? Oublie les conspirations. Pourquoi refusez-vous de répondre aux questions de base, des questions, tout en essayant de pousser les gens à poursuivre en diffamation, en attendant que les gens fassent des erreurs? Pourquoi ne pas simplement clarifier, est-ce-tu la même personne sur cette photo de mariage? Es-tu Brigitte Trogneux? Quelle question plus basique aurais-je pu te poser plutôt que as-tu, Brigitte Macron, donné naissance physiquement à 3 enfants? D'accord. Ne laisse pas les gens, les médias, te manipuler en te faisant croire que tu demandes quelque chose qui est juste une telle invasion de la vie privée. C'est complètement fou, d'accord? Nous sommes au-delà de la folie. Quand nous parlons de questions aussi basiques, cela aurait pu mettre fin à tout ça depuis longtemps, et nous en sommes comme à 8 ans avec eux. Au lieu de cela, ils préfèrent essayer légalement de berner les gens, de les effrayer, de les intimider en envoyant des voyous, potentiellement. D'accord? Et quand nous regardons cette nébuleuse, quand nous regardons l'entourage et le casting de soutien d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, te sens-tu à l'aise avec ce qui se passe ici? Est-ce que tu as besoin tous les jours de quelqu'un qui falsifie des documents autour de toi? Apparemment, Mimi Marchand, elle est encore en procès. En ce moment, quelqu'un qui a été largement impliqué dans l'extorsion, qui fait face à un procès en ce moment pour extorsion. Est-ce normal d'avoir tout le temps ce genre de membres de gang autour de toi, des gens qui peuvent contrôler les images, qui peuvent éditer des images et les mettre dans la presse? Allons-nous accepter, en tant que public, que ce soit complètement normal qu'ils continuent de tomber dans ces scandales de pédophilie? Ou allons-nous reconnaître qu'il se passe quelque chose de très sinistre, qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron ne se présentent pas comme ce qu'ils disent être, comme ce qu'ils prétendent être? Je crois qu'ils ont été préparés pour ce poste. Je crois surtout qu'Emmanuel Macron, sans aucun doute, a été préparé par Brigitte. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule question qui reste est qui diable est Brigitte Macron? Et la réponse évidente pour moi est après avoir vu ces photos. Vous allez en voir une en particulier. Depuis que Jean-Michel Trogneux avait 18 ans, tu vas tomber à la renverse comme moi quand je l'ai vu. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et heureusement, pour le travail de Xavier Poussard, la seule chose qui l'a aidé à ne pas faire d'erreur, c'est qu'il utilisait un programme d'IA que le Forum économique mondial a classé comme le meilleur logiciel de détection faciale, ce qui lui a permis d'éviter de faire des erreurs. C'est le même programme qui est utilisé par la Chine. D'accord? Évidemment, vous savez, en Chine, ils ont le système de crédit social et le visage de tout le monde. Ils doivent être capables de les distinguer. C'est ça, des visages très similaires. Ils doivent être capables de les distinguer. Et cela a été classé comme le meilleur logiciel pour pouvoir le faire. Et donc, quand il pensait à quelque chose, il a lancé le logiciel comme avec la photo de mariage. Il a lancé le logiciel et il a dit « Je sais que ce gars ressemble à ce gars. » Mais le pourcentage sur le logiciel dit ça. Le cousin et les hommes sont 2 personnes différentes. Donc, il n'a pas suivi cette théorie. Il ne s'est pas juste fié à son instinct. Il était aussi aidé par un logiciel qui lui donnait des réponses avant même qu'il sache vraiment ce que c'étaient les réponses. Nous en parlerons davantage quand je m'assoirai avec lui, mais sachez que le logiciel qu'il utilise a la bénédiction du Forum économique mondial. Je pense que nous avons tous compris que ce forum est plutôt maléfique. Et ils veulent que nous soyons tous pour pouvoir être identifiés. Et le logiciel, je l'ai testé moi-même pour y croire. C'est incroyable. Je veux dire, tu peux prendre une femme quand elle a 6 ans, elle pourrait avoir subi 20 opérations sur son visage pour le transformer, et ça continuera encore. C'est 80% de chance pour elle. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça me terrifie un peu pour notre avenir. Ça me terrifie à propos de l'IA en général. Mais pour les besoins de son enquête, ça lui a vraiment permis de trier les choses. Et il n'y a aucun doute en voyant cette technologie. Dans mon esprit, Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, la seule question que j'ai, c'est ce qui est arrivé à sa sœur, Brigitte Trogneux. Et vous, y arriverez aussi?
Comme je l'ai dit, je ne voulais pas nous donner trop de spoilers. Avant l'interview, je pourrais m'asseoir avec lui, mais il y a juste plus. Il y a encore tellement plus à déballer. La connexion Rothschild, les emplois qu'il a obtenus et qu'il ne méritait pas, Emmanuel Macron. Et comme je l'ai dit, nous allons aborder toutes ces choses. Avant de répondre à certaines de vos questions, je veux vous rappeler American Financing parce que je sais que beaucoup d'Américains ont des soldes de cartes de crédit élevés qui facturent 20% ou plus chaque mois. Il est temps de prendre le contrôle de vos dettes. Si vous êtes propriétaire et que vous attendez de savoir comment mettre vos finances en ordre, vous devez appeler mes amis d'American Financing aujourd'hui. Les consultants en prêt hypothécaire d'American Financing, basés sur un salaire, aident les propriétaires à utiliser l'équité de leur maison pour sortir des dettes. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois à leurs clients en faisant cela. Économiser ce genre d'argent chaque mois devrait rendre la décision très facile. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, sans frais et sans engagement, pour découvrir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez être en mesure de retarder 2 paiements hypothécaires. Alors appelez American Financing aujourd'hui au 800-795-1210. C'est le 800-795-1210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net. Coop Owens, c'est americanfinancing.net/Owens. D'accord, vous tous. Au fait, je vais essayer de trouver un endroit pour afficher tous ces graphiques. Je veux dire, vous pouvez évidemment faire une capture d'écran. Nous sommes tous genre à l'aise avec Internet. Et ensuite, vous pouvez commencer à travailler de cette manière à travers la chronologie et des choses de ce genre. Mais j'espère aussi que je pourrai créer un espace comme un... C'est presque comme un forum Reddit sur Candace Owens, en vous rappelant que nous avons aussi le club de lecture. Nous allons faire ça dans 10 minutes. Donc, je vais quitter ça et ensuite je serai sur Candace Owens. Pour ceux d'entre vous qui se sont inscrits au club de lecture, vous savez, notre premier livre qui est pertinent par rapport à l'histoire d'Emmanuel Macron à bien des égards est Chaos, qui déchiffre les meurtres de Charles Macron, la CIA et l'histoire secrète des années 60. C'est très pertinent pour comprendre beaucoup de ces programmes dont nous avons parlé, une sorte d'opération secrète qui se déroulait en coulisses. Donc, je vais juste prendre 5 minutes ici pour des questions avant qu'on doive partir. Voyons ceux que nous avons. Qui que ce soit qui écrit amour et respect de cette maman du sud de la Géorgie pour vous. Merci beaucoup. Dit un écrit, Candace Owens avant l'USS, l'épisode du Liberty. Merci d'avoir donné vie à cette histoire. Les livres d'histoire ne font rien. Un grand fan de vous. Tu dis la vérité. Merci. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Et ouais, ça a été un parcours, mais nous devons juste le faire. Déballons ce mal. Et nous devons aussi avoir le courage de reconnaître que ce genre de mal existe. Comme il faut qu'on éclate un peu la bulle, tu sais, sortir du conte de fées et réaliser qu'il y a des faiseurs du monde, sans aucun doute. Et nous devons pouvoir regarder quelqu'un comme Emmanuel Macron et exiger des réponses. Parce qu'il est, à mon avis, il n'est tout simplement pas en contrôle. Tu sais, il n'a jamais été en contrôle de sa vie entière. C'est un petit lâche sans colonne vertébrale. Mickey écrit que Dieu vous protège et vous bénisse. Merci de partager votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et la vérité sur les voies malveillantes des abus envers les enfants. Sans aucun doute, c'est un peu la partie la plus effrayante de cette histoire, c'est qu'il y a tant de personnes puissantes impliquées dans tant de ces scandales. Enfin, Alaska Dog écrit « Ah, John Michel partage un anniversaire avec Alex Jones également aujourd'hui, que je suppose apprécier votre couverture sur Macron. » Sans aucun doute, c'est vrai. D'accord, les gars, nous devons partir, comme je l'ai dit, parce que nous avons le club de lecture. Si vous n'êtes pas inscrit au club de lecture, vous devriez absolument vous rendre chez Candace Owens. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas prendre mon nouveau livre, Fais-lui un sandwich? Nous vous verrons, les gars, en train de découvrir la série sur Brigitte Macron avec l'interview explosive de Xavier Poussard. D'accord, les gars, on se voit alors